Bonjour Juliette Méadel. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes ministre de la Ville. Ministre de la Ville, c'est ça. C'est ça, c'est le bon terme. Voilà, ministre délégué chargé de la Ville. C'est quoi la différence entre ministre et ministre délégué ? Ministre délégué, vous êtes rattaché, on va dire, à un pôle avec lequel vous partagez plein d'informations. C'est le pôle des collectivités territoriales avec François Rebsamen. Et en fait, qui s'occupe des collectivités territoriales s'occupe aussi de la ville, de la ruralité avec Françoise Gatel, qui est la ministre déléguée à la ruralité, du logement avec Valérie Létard et des transports avec Philippe Tabarot. Donc en fait, on a chacun un portefeuille qui sert le projet global de ministre des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qui est François Rebsamen. D'accord. Je pose toujours la question pour ouvrir mes entretiens, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit ? C'est vous qui choisissez et je me On se vous voit parce qu'on ne se connaît pas. Bah voilà, très bien. Mais si, aucun problème. Si nous nous connaissions, nous nous serions tutoyés. Pour la prochaine interview, on se tutoiera. Ministre de la Ville, ça veut dire quoi exactement ? La politique de la ville, comme son nom ne l'indique pas, c'est en fait une politique qui s'adresse aux habitants les plus pauvres, qui vivent en ville, mais pas forcément dans une grande ville. Ça peut être aussi une petite ville, une ville de 5000 habitants. Donc ça peut être aussi un village. Mais c'est surtout cette idée que c'est des habitants qui sont fragiles sur le plan économique et qu'il faut aider pour qu'ils aient accès aux services publics. Est-ce que ça veut dire que vous êtes ministre des quartiers sensibles ? Oui. On appelle ça les quartiers prioritaires de la ville. Vous pouvez les appeler les quartiers sensibles. Ils ont plusieurs appellations. Ça dit vraiment que ce sont des quartiers dans lesquels il y a en général beaucoup de logements sociaux, où les transports sont pas toujours très efficients ou très opérationnels. Donc, c'est des quartiers dans lesquels les habitants ont un sentiment de relégation, où il y a en général pas beaucoup de commerce et où l'accès aux services publics est difficile. Donc, la mission d'un ministre de la Ville, c'est de s'occuper d'améliorer l'accès aux services publics pour que les habitants ne disent pas, comme ce qu'ils disent aujourd'hui parfois, on n'est pas respecté, on n'a pas accès aux services publics et se sentent un peu relégués. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un citoyen qui se sent au banc des autres. Et qui se sent au banc des autres d'un point de vue territorial, parce que là où il vit, il a l'impression qu'il y a moins d'efforts de la collectivité que celui qui vit en centre-ville, à Paris, à Toulouse, à Nice, ou même en ruralité, mais dans une ruralité prospère. Je vais faire un peu de populisme, vous n'allez pas m'en vouloir. Qu'est-ce qui a fait qu'on vous a choisi, vous, à ce poste-là ? Quand on regarde votre parcours, parce que vous avez été déjà ministre il y a plusieurs années, vous étiez... Alors, c'était secrétaire d'État pour... Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'aide aux victimes. L'aide aux victimes, cette période qui était quand même très importante. Mais quand on regarde votre parcours un peu global, on voit que vous avez fait des grandes écoles, que vous n'avez pas forcément vécu au milieu de ces quartiers, que vous avez été à l'école... Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était le 7e arrondissement. Non, oui, alors j'habite le 14e. J'ai toujours vécu dans le 14e, j'habite à Montrouge. Non, vous savez... Vous avez fait Sciences Po, des grandes écoles, toutes ces choses-là. Pourquoi vous êtes retrouvé à ce poste-là ? Pourquoi on vous a choisi, vous ? Parce que ça fait des années que je travaille sur ces questions de lutte contre les discriminations. Bon, d'abord, je suis élue locale, puis je l'ai été grâce au mouvement que j'ai monté. Personne ne m'a aidée à l'être, à Montrouge. Je me suis occupée depuis plus de 15 ans de la lutte contre les discriminations dans une association qui s'appelle L'Avenir n'attend pas et qui a été fondée en 2012 pendant la campagne présidentielle, où le candidat à la présidentielle m'a demandé 15 mesures pour lutter contre les discriminations dans les quartiers. François Hollande à l'époque. Exactement. C'est ça que vous voulez dire. Okay. Donc j'ai fait un groupe de travail, j'ai proposé 15 mesures dans tous les secteurs, la petite enfance, on va y revenir, l'enseignement supérieur, la sécurité, la cohésion, l'accès à l'emploi, la police aussi. Et j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, donc il y a à peu près 15 ans. Et puis après, c'est un engagement. Donc mon association a fait des tas de propositions là-dessus. Par exemple, investir massivement dès la petite enfance, parce que c'est comme ça qu'on lutte le mieux contre les inégalités, surtout les inégalités territoriales. Et aussi travailler à l'innovation sociale, ça veut dire en fait valoriser les associations qui font du travail efficace et dont on va relayer les fruits et les résultats pour influencer les politiques. Et c'est mon association qui s'appelle L'Avenir n'attend pas, c'est ça sa vocation, c'est faire de l'innovation sociale, lutter contre les inégalités en misant sur la jeunesse. Vous parlez des associations, on va en parler, mais vous parlez de la petite enfance, c'est intéressant. Il n'y a pas de ministre en charge de la petite enfance aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un ministre de l'Éducation, bien sûr. Mais la petite enfance, il y a des ministres des solidarités. Il y en a eu plusieurs, et là, c'est vrai qu'on remarque qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a aussi... C'est pas une erreur, ça ? Parce que vous le dites vous-même, il faut investir dans la petite enfance tout de suite. Exactement. Mais vous savez, il y a la politique de la ville, qu'est-ce que c'est ? C'est une politique ciblée sur les quartiers,
Mais c'est pas une politique qui remplace le service public et donc l'action des autres ministres. Heureusement que je travaille avec la ministre de l'Éducation, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé. Ce que je veux dire par là, c'est que on est nous-mêmes, en tant que ministre de la Ville, on a un budget dédié à nos ambitions. On a aussi la rénovation urbaine. Mais surtout, on vient aiguiller et stimuler nos collègues ministres pour qu'ils n'oublient pas que dans les quartiers politiques de la ville, il faut faire plus en matière éducative, plus en matière de sécurité et au moins autrement sur l'emploi, l'économie et même l'écologie et la question de l'accès à le développement durable. Donc, ça signifie qu'on marche sur deux jambes. Il y a la politique de la ville avec un budget dédié et puis il y a aussi tous les autres ministères dont le travail est de faire en sorte que dans les quartiers, on ait le même niveau, ou en tout cas qu'on s'en approche, de services publics que dans des quartiers plus riches. Sur la petite enfance en tant que telle, est-ce que c'est vous qui vous en occupez? Ou alors est-ce que c'est tout le monde s'en occupe un petit peu pour qu'à la fin, ça ne donne pas vraiment de grands résultats? Quand on travaille, par exemple, sur le service public de la petite enfance, c'est d'abord la mission de la ministre des Solidarités. Donc, voilà. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est pas parce qu'il y a une ministre des Solidarités qui travaille pour la France entière sur la petite enfance que moi, j'ai pas une vision à avoir, et que j'ai d'ailleurs sur la petite enfance dans les quartiers politiques de la ville. Si j'avais à résumer ce que je fais, je mets l'accent de tous les autres ministres sur la spécificité des habitants des quartiers, parce qu'ils ont des spécificités. Alors, on ne traite pas pareil ces gens de quartier que les gens dans le reste du pays? On fait plus parce qu'ils ont moins. C'est le propre de la République française. C'est donner plus à ceux qui ont moins pour respecter notre promesse d'égalité. Et donc, quand on vit dans un quartier où vous avez un taux de pauvreté plus fort qu'ailleurs, dans un quartier où il y a un taux de chômage des jeunes qui est 10 points au-dessus de la moyenne nationale, dans un quartier où il y a par ailleurs des trafiquants de drogue qui ont pris le quartier en coupe réglée et où la question de la sécurité est encore plus difficile qu'à Montpellier-Centre ou Paris-Centre, on doit faire plus, oui. Parce que c'est ça la France, c'est ça la République. C'est-à-dire qu'on a cette promesse d'égalité, donc il faut donner plus à ceux qui ont moins. On l'a dit, donc vous êtes ministre de la Ville, donc vous vous occupez des quartiers sensibles. Et il y a un mot qui revient beaucoup en ce moment, un terme qui revient beaucoup, c'est mixité sociale. Je vous ai encore entendu cette semaine parler de mixité sociale. Comment on peut définir la mixité sociale? C'est d'abord lutter contre la ghettoisation. La ghettoisation, c'est le fait que vous avez le même revenu d'une population qui cumule les difficultés et qui vit au même endroit. La ghettoisation, ça accentue la fracture entre les gens qui vont bien et les gens qui vont très mal. Et les gens qui vont très très mal, quand ils sont tous ensemble, ça les aide pas à aller un peu mieux. Donc la mixité, c'est l'idée de faire des mélanges. Quand on parle de mixité à l'école, par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que si on met tous les meilleurs élèves dans les petites classes ensemble, et qu'on les mélange jamais avec les mauvais élèves, et que les mauvais élèves, ils sont tous ensemble, en fait, ça sert ni les uns ni les autres. Il faut qu'il y ait du mélange. Les bons, parce que ça peut les rassurer, leur faire du bien d'avoir à transmettre. Et ceux qui sont moins bons, parce qu'ils ont aussi besoin d'entraide. Donc cette idée de mélange, c'est ce qui fait toutes les réussites des politiques de logement social. C'est quand il y a par exemple une population très défavorisée, qu'on va mettre dans un immeuble avec une population plus favorisée. Et il va y avoir, c'est un pari, que le mélange va permettre de tirer tout le monde vers le haut. Alors attention, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il y a quelques règles. Par exemple, il faut respecter une certaine cohérence, une certaine harmonie. Vous voyez, la mixité sociale, quand on proclame mixité sociale, mais qu'en réalité, dans un logement social, on met une population qui vient, par exemple, du même pays et qui a les mêmes difficultés sociales, c'est les deux, on les aide pas. Donc, on fait pas de la mixité. Donc cette promesse républicaine, c'est de tendre à mélanger pour éviter la ghettoisation, dans un sens comme dans un autre. On va revenir sur les quartiers sensibles avec un cas précis malheureux qui s'est déroulé ces derniers jours. Mais là, on parle de mixité sociale. Vous employez le mot de ghettoisation. On a entendu les mots du Premier ministre cette semaine. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce fait d'être submergé, vous en avez parlé, puis tout le monde en a parlé. Est-ce que finalement, on n'utilise pas des mots et on n'en pense pas d'autres? Que mixité sociale, vous voyez, je veux bien qu'on dise mixité sociale, mais est-ce que c'est pas finalement mixité des populations plutôt qu'il faudra employer pour dire qu'il faut qu'on avance, qu'il faut qu'on mélange? Vous parlez vous-même de mélange
de mélange. J'ai l'impression qu'on met ce mot social pour pas dire d'autres termes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est parce qu'en fait, en France, on n'a pas de statistiques ethniques, Oui. parce qu'on ne veut pas distinguer les gens selon leurs origines. Moi, je trouve que c'est assez vertueux. Vous voyez, considérer qu'on s'adresse à quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce qu'il est juif, ou parce qu'il est catholique, ou parce qu'il est que sais-je, c'est nier sa dimension de citoyen, c'est nier sa complexité. L'identité de quelqu'un, on est plus que ça. Je suis d'accord, complètement d'accord avec vous. On est plein, on est comme dans l'auberge espagnole, on est un peu tout. C'est ça être français. Exact, je suis complètement d'accord et en avec plus, vous. c'est un choix. Mais est-ce que c'est pas non plus nier les problèmes et pas se dire, vas-y, on met les deux pieds dans le plat et on essaie de construire tous ensemble? Je vais vous dire, non, je pense pas du tout. Je pense pas que ce soit votre origine qui conditionne votre niveau social. Pas du tout. Je pense que ce qui conditionne votre niveau social, ce qui dit quelque chose de votre pauvreté, c'est le phénomène migratoire. Quand on migre, si demain, il fallait que j'aille avec toute ma famille dans un pays étranger, je m'appauvrirais. Le fait de quitter, alors je vous dis ça parce que comme tout un chacun, je ne suis pas rentière avec des millions d'euros, donc comme tout un chacun, moi j'ai ma force de travail pour vivre. Si demain je dois m'expatrier et tout quitter avec ma famille, parce que par exemple je dois fuir un régime autoritaire et que je vais dans un pays, le pays d'accueil, il y a 9 chances sur 10 pour que je m'appauvrisse. Le fait de devoir déménager, de quitter son pays, de ne pas parler la langue, fait que quand vous arrivez dans un autre pays, vous vous appauvrissez et la vie est plus dure. Donc, quand on dit social, on vise d'abord les gens qui se sont appauvris. Alors, après, vous allez me dire, est-ce que ceux qui se sont appauvris, oui, mais ce sont des immigrés? Bah oui, parce que de toute façon, le fait de déménager, le phénomène migratoire, et en général, quand on pense en plus aux populations qui viennent de pays très très pauvres, elles quittent la misère pour arriver en France, donc elles arrivent, elles sont encore plus pauvres. Donc ce qui prime, c'est pas de savoir si elles viennent du Sahel, d'Ukraine ou bien d'Amérique latine. Ce qui prime, c'est que ce sont des populations fragiles, parce que fragilisées par la vie, et donc pauvres. Et donc c'est ça qu'il faut aider. Moi, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez, je pense que dans les années 50, dans les années 60, quand on avait nos compatriotes qui arrivaient de pays d'Afrique du Nord, par exemple, avec tout ce qui se passait, on n'avait pas peur de dire qu'ils venaient d'Afrique du Nord. Et ils devaient travailler encore plus, et ils devaient s'arracher encore plus, et ils l'ont fait, et ils s'en sont sortis, ils se sont intégrés. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a peur de dire que ces populations, et on ne devrait pas avoir peur. Vous voulez dire, on a peur de parler de leur nationalité? De leur origine, de leur nationalité, de leur pays d'origine. On a peur de le dire parce qu'on a peur tout de suite de figer et de classer ces gens dans des cases. Pourquoi aujourd'hui, c'est plus dur? Je pense pas que ça soit plus dur aujourd'hui parce qu'il y a une poussée communautariste en France aujourd'hui. C'est vrai aussi. De tous les côtés. Il y a aussi une poussée dans la gauche américaine qui tend à vouloir faire c'est toujours cette idée de discrimination positive et qui tend à vouloir donner un petit morceau de pouvoir ou de la représentation par type d'origine. C'est très américain, ça, c'est très anglo-saxon. Ouais, c'est pas du tout ma conception des choses. Et je pense que si en France, dans les années 60-70, on a réussi à intégrer, parce qu'à l'époque, on y arrivait, vous avez raison de le dire, c'est pas parce qu'on a reconnu que telle ou telle population venait d'où tel ou tel pays. C'est parce qu'on a essayé d'appliquer la promesse républicaine, c'est parce qu'il y avait les 30 glorieuses, c'est parce que le niveau migratoire était aussi moins important qu'aujourd'hui. On l'appliquait mieux, la promesse républicaine, dans ces années-là, vous trouvez? Il y avait plus de croissance. Les 30 glorieuses, c'est quand même, on appelle aussi ça parfois la parenthèse enchantée sur les aspects plus des mœurs, mais c'est une période quand même entre les années 60 et le milieu des années 80. On a commencé à bénéficier du rebond économique, de la croissance, de la construction européenne, d'un taux de chômage faible. À partir des années 80, milieu des années 80, on vit la crise, les deux crises pétrolières. Ensuite, on commence à vivre sur le joug d'une concurrence de la mondialisation qui fracture les pays. Mais dans ces 30 années-là, les 30 glorieuses, c'est des années de croissance. C'est des années où il n'y avait pas de problème de chômage, ou très très peu. Ouais. La France était en pleine reconstruction. Les populations immigrées dont vous parlez, qui sont venues et qui d'ailleurs ont été logées dans des quartiers qui sont aujourd'hui des quartiers politiques de la ville, c'est aussi des populations qu'on a fait venir. En France, le secteur du bâtiment et des travaux publics, ça remonte aux années 20. Dans les années 20, le patronat fait venir des populations étrangères pour commencer à reconstruire dès avant la Seconde Guerre mondiale. Puis après la Seconde Guerre mondiale, il y a des vagues migratoires qui sont appelées et qui sont appelées pour reconstruire le pays. Donc on est dans une dimension où on accueille pour un travail. Donc l'intégration se fait mieux. Parce qu'il y a une dynamique économique. Voyez-vous, je trouve que dans ces années-là, justement, quand on a appelé ces populations, qu'elles arrivaient, je trouve que c'était encore plus dur qu'aujourd'hui.
Alors oui, il y avait de la croissance, il y avait tout ce que vous voulez, vous avez raison, mais il y avait peut-être moins d'aide, ils étaient un peu plus livrés à eux-mêmes, ils avaient tout laissé derrière eux, et ça arrive aussi pour des populations aujourd'hui qui arrivent et Oui, qui c'est ont vrai. tout laissé derrière eux. C'est Mais vrai. il y a un système qui est développé, et heureusement, et moi, au fil des interviews, je vends toujours le système français qui est formidable, et on oublie de le dire. Et les patrons, quand on les attend se plaindre de dire qu'ils sont taxés et tout, c'est vrai, mais enfin, le système est formidable même pour eux aussi. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 50, 60, vous parliez des années 20, alors plus dans les années 50, 60, le système était fait pour les accompagner, mais aujourd'hui, il est encore mieux fait pour les accompagner. Voilà. Alors, ce qui a changé quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de doute massif qui traverse la société française, qui doute d'elle-même. Ça commence avec la mondialisation, ça commence avec la destruction industrielle de l'emploi, ça commence avec le service public qui est malmené. Pourquoi il est malmené? Parce qu'on ne le glorifie pas assez, à mon avis. Je pense que les responsables politiques des gouvernements, de gauche comme de droite, n'ont pas assez dit à quel point le service public était le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et à quel point il était précieux, tel que Clémenceau nous l'avait à la fois légué, et le général de Gaulle l'a choyé. La protection sociale, c'est du temps de Gaulle. Tout ça, c'était un trésor, et moi j'ai entendu assez peu de présidents de la République jusqu'à présent dire le service public, c'est notre richesse, et donc on commence par dire les enseignants, donc l'école, les hôpitaux, la justice, les policiers aussi, c'est notre trésor. D'abord, on les aime, on les valorise, et on arrête de dire à tout bout de champ, il y a trop de fonctionnaires. Déjà, si on arrivait à dire ça serait pas mal. Ouais. Donc, il y a eu un impact sur la représentation que les Français se sont faites, par exemple, de leurs professeurs, de leurs enseignants. Et donc, ne pas être capable de valoriser l'identité française pour ce qu'elle est. Vous visez Nicolas Sarkozy quand vous dites ça? Sur ce qu'il a dit il y a quelques semaines? Peut-être, mais il l'a dit après d'autres. Oui, ouais. Non, mais bon. Tous ceux qui, vous parliez de populisme tout à l'heure ou de démagogue, mais Le Pen le disait en son temps, lui aussi il le disait, le père Le Pen. Tout ce qui tend à dire il y a trop de fonctionnaires, ces élites qui nous pillent, ces gaspillages et ce service public qui ne fonctionne pas, tout ça, ça déstructure la République. Alors, est-ce que ça veut dire que le service public est parfait? Bien sûr que non, mais on a commencé par lui taper dessus et par démanteler l'État, par l'appauvrir considérablement au lieu de le réformer. Et donc, quand on appauvrit l'État, oui, ça donne la diagonale du vide, c'est-à-dire des zones de France où il n'y a plus de service public. Ça donne des quartiers où je vais beaucoup depuis que j'ai été nommée, où vous avez plus d'état de droit, parce qu'il y a des quartiers, par exemple à Marseille, où les trafiquants de drogue ont pris le contrôle. Ça donne des quartiers où les médecins n'osent plus aller. Et c'est ça, la crise d'identité de la France. C'est-à-dire que... Vous êtes de gauche et vous dites ça. Plus que jamais. Et vous dites ça. Oui, parce que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est ça, la gauche. Non, qu'est-ce que c'est de gauche? Non, mais c'est ça. C'est ça ma question. Alors, c'est ça. C'est ça être de gauche. C'est ça. Mais vous êtes d'accord qu'il y a une certaine gauche qui n'ose pas dire ce que vous venez de dire? Écoutez, grand bien. Est-ce que c'est la gauche, ça? Moi, j'ai lu Clémenceau, j'admire Mendes France et Léon Blum, et pour eux, Clémenceau, c'est le premier qui l'a dit. Il était contre la colonisation, Clémenceau. Il faudrait quand même que certains s'en souviennent. Et c'est le premier qui a dit, OK, pour la propriété privée, oui. Donc, il était contre la collectivisation des moyens. Mais attention, on sanctuarise le service public parce que c'est ce qui vous permet, quelles que soient vos origines, d'être soigné, d'être éduqué et de pouvoir vous déplacer librement sans vous faire agresser. La gauche, elle a changé depuis 2012? Ça dépend laquelle. C'est quoi la gauche, du Mélenchon disait lui-même, quand j'ai écrit mon bouquin, je me souviens, en 2021, il disait lui-même, je ne suis pas de gauche. Donc je ne sais pas quelle est sa gauche à lui. Non, certainement pas la mienne. La mienne est républicaine. Mélenchon était républicain, mais il y a très longtemps. Moi, j'ai parlé avec lui pendant des heures. C'était un républicain laïque. Ouais. Ministre, du reste, de Lionel Jospin, sur une ligne plus à droite que moi. Non, il était sur la formation professionnelle. D'accord. Vous voyez, j'étais plus à gauche que lui. Donc, il a son parcours. Moi, ce que je reproche à cette gauche, c'est-à-dire à cette gauche insoumise-là, c'est pas sa violence ou quoi. Après tout, on a le droit d'être radical tant qu'on respecte l'état de droit. C'est pas ça. C'est qu'ils font comme Le Pen, ils s'adressent aux origines. C'est-à-dire que, au lieu de parler de citoyenneté, au lieu de parler de choix et d'égalité entre les citoyens, ils parlent d'arabes, de noirs et de juifs. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je veux m'adresser aux gens pour leur citoyenneté. Je ne veux pas avoir à faire ressortir ou à désigner leur origine. Parce qu'en plus, on l'a dit tout à l'heure, moi en particulier, on est, pour beaucoup d'entre nous, métis.
On est tous métissés quand vous réfléchissez bien. Et quand vous assignez quelqu'un Pourquoi à vous en ses particulier origines... Mais parce que moi, je viens d'une famille juive et catholique. D'accord. Donc, je suis le fruit d'un métissage. J'ai autour de moi des gens qui sont métissés aussi, qui ont d'autres origines. Et notre point commun à tous, c'est que nous sommes des citoyens de la République française. Point. Donc, moi, je ne veux pas mettre dans le débat public les origines. Je considère que ça fait partie de notre intimité. Et qu'un responsable politique m'oblige à parler de mon intimité, c'est quasiment du totalitarisme. C'est Sparte. On vous demande de faire état de votre intimité sur la place publique. C'est la fin de la démocratie, ça. Pour vous, c'est encore la gauche aujourd'hui? Parce que vous avez parlé avec lui, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est encore la gauche? Non, c'est pas ma gauche. C'est pas ma gauche. C'était le premier qui le disait d'ailleurs en 2016, ou 2015, ou 2016, je sais plus. Il y a deux gauches irréconciliables. Oui. Donc, il considérait que c'est encore la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a encore deux gauches irréconciliables? Ou alors pour vous, c'est pas la gauche? Pour moi, c'est pas la gauche. Je vous le dis franchement, la gauche aime le service public, aime la République. Pour la gauche, la sécurité n'est pas un gros mot. Pour la gauche, la sécurité n'est pas un principe de droite. On dit toujours c'est la première des libertés. Pour la gauche, la laïcité, c'est ce qui nous protège tous, c'est ce qui nous maintient en paix. Pour la gauche, il n'y a pas d'oukase, il n'y a pas de débat interdit, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de brevet. Moi, je ne donne pas des brevets de gauche à tel ou tel. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le débat. La gauche est social-démocrate. La gauche, elle peut parler d'immigration, c'est ça, la gauche. Mais évidemment, pourquoi elle ne pourrait pas en parler? Quelle idée saugrenue. Dès qu'il y a des débats au Parlement, la France Insoumise, et même certains socialistes, qui sont vos anciens collègues, votent pour une motion de rejet, et donc on n'aborde pas la question, et puis derrière, on dit, mais ça, c'est trop dur. C'est une erreur ou pas? Mais bien sûr que c'est une erreur. C'est une attitude politique qui consiste à se voiler la face et à refuser de regarder la réalité en face. Qu'est-ce que c'est regarder la réalité en face? Le rôle d'un politique, c'est d'abord d'être capable de dire le soleil brille ou il pleut, et il pleut parce qu'il pleut vraiment. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les décisions qu'on prend derrière? Mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses avec des mots qui soient pas des mots qui mettent le feu. Parce que Mélenchon, il utilise des mots qui mettent le feu aux poudres. Le responsable politique, il doit qualifier les situations en disant la vérité, mais sans chercher à cliver, à énerver. C'est un pays, c'est fragile, c'est subtil, c'est un équilibre subtil. Vous avez des intérêts contradictoires, vous avez des conflits. Donc, vous ne pouvez pas arriver en disant, pour buzzer, je mets un peu de sel sur la plaie, parce que comme ça va faire mal, on va tous les entendre. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'entendre les souffrances, mais de cicatriser les plaies et de trouver des solutions pour que la société grandisse en harmonie, de façon apaisée, sereine, constructive, de façon positive. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez servi justement dans le gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls. Vous avez compris, François Hollande, qui fasse alliance avec la France Insoumise au moment des législatives au mois de juillet dernier. Vous avez compris ou pas que l'ancien président que vous avez défendu, pour lequel vous avez travaillé, puisse s'allier avec Jean-Luc Mélenchon? J'ai compris son calcul politique. Oui, ça, j'ai compris son calcul politique. Sur ses valeurs. Est-ce que je l'aurais fait, moi? Non, mais j'ai compris son calcul politique. Vous le croisez à l'Assemblée nationale pour mais bien sûr. Et puis, c'est un ami. Et puis, j'ai toujours de la loyauté et du respect, parce que c'est un ancien président de la République. Il a fait des bonnes choses pour le pays. Et je trouve qu'on ne lui a pas assez rendu hommage sur son bilan. Je trouve que c'est même assez injuste, la façon dont il a été traité. Mais au-delà de ça, c'est un calcul politique qu'il a fait. C'est-à-dire? Il a fait ce choix de se faire élire avec le NFP. Ce que je peux espérer, c'est qu'il continue à incarner et à défendre cette gauche social-démocrate. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas pour rien dans la mutation du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui discute avec le gouvernement de François Bayrou, auquel j'appartiens, et qui est dans une démarche constructive. Mais donc c'est pas clair, vous voyez, les socialistes, c'est pas clair même à l'Assemblée. Écoutez, et même François Hollande, c'est pas clair. C'est pour ça, mais je ne suis plus, je ne suis plus au Parti socialiste. D'accord. Ce que je voudrais, parce que c'est toujours été mon parti. Vous n'êtes plus au Parti socialiste depuis quand? Je suis plus au Parti socialiste. Je me suis fait exclure par Olivier Faure quand j'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron en 2018. Puis 2017. Non, j'ai été exclue j'ai appelé à voter Emmanuel Macron en 2017, mais j'en ai été exclue en 2018. Je dois vous dire qu'on a été un nombre incalculable de militants et de responsables politiques à se faire exclure du Parti socialiste en 2018 parce qu'on avait appelé à voter Macron.
Ça a été vraiment la grande purge. Et vous parlez à Olivier Faure aujourd'hui quand Non. vous le croisez? D'accord. Non. Vous Mais êtes fâché. j'ai pas du tout de mauvaise relation avec lui, honnêtement. Mais pas de bonne non plus, Mais finalement. je n'ai pas de relation avec lui. Oui. Moi, je pense que là, il y a une responsabilité historique. C'est-à-dire que là, la gauche, le Parti socialiste, peut jouer un rôle déterminant en faisant en sorte que le gouvernement auquel j'appartiens ne soit pas dans les mains du Rassemblement national. C'est très simple. Il suffit pour ça que les 66 députés socialistes font ce qu'ils ont du reste fait jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à avant-hier, discutent en co-construisant le budget et la politique de la France dans les prochaines années. Et ça, ce serait vraiment positif parce que le pays a besoin de ça. Moi, je rencontre des gens tous les jours, les associations, qui me disent « mais on a besoin d'un budget, là ». Moi, j'ai un programme, le programme 147. Sur ce programme-là, j'ai des crédits. Là, vous pouvez pas le tenir, votre pour les programme, idées pour le moment. éducatives. Tant que j'ai pas de budget, vous savez, sans budget, personne ne fait rien. Ça, c'est clair et net. Donc, il nous faut un budget. Et ils devront le faire avec Olivier Faure, les socialistes Oui, c'est leur chef. Donc, c'est bien sûr, il y a un chef, c'est Olivier Faure. C'est à lui de construire la suite. Il a fait un bon discours à l'Assemblée nationale il y a une semaine. Ce serait dommage qu'il se fasse rattraper par Jean-Luc Mélenchon. Oui, enfin, on verra. Après, c'est leur affaire. C'est de la politique. On parle beaucoup des socialistes, on va parler du Rassemblement national aussi. Vous les mettez sur la même balance, la même équilibre, les socialistes, alors pas les socialistes, le NFP, j'ai envie de vous dire, et l'Alliance Rassemblement national UDR, ou pour vous, il y en a un qui est pire que l'autre? Si demain il fallait voter pour l'un des deux, un second tour de l'élection. Ce qui me dérange chez les Insoumis, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui sont moins pires que d'autres. Mais enfin, ce qui me dérange chez les Insoumis, c'est qu'ils ont épousé la même logique que le Rassemblement national, c'est de s'intéresser aux origines de nos compatriotes et s'adresser aux origines. Alors, le Rassemblement national vise les musulmans, certains Insoumis visent les Juifs, et donc ils font la même chose en fait. Ils sont tous les deux dans une démarche qui ne respecte pas la promesse de 1789, la citoyenneté. La citoyenneté, comme disait Renan, c'est un plébiscite de tous les jours, ça veut dire on l'a choisi. Donc on est en France, on le choisit, à partir du moment où on est en France, où on en respecte les lois, où on est en situation d'adhésion avec le projet de la France, on ne doit pas être distingué en fonction. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que c'est le propre des mouvements populistes ou démagogues, c'est d'aller chercher la graine de la discorde dans les peuples. Et il n'y a pas plus facile comme graine de discorde que d'aller pointer tel ou tel sur ses origines. Il n'y a même pas de débat. Quand on vous rejette parce que vous êtes né comme ça, vous n'avez plus rien à faire que vous battre ou partir. Ils vous disent qu'ils rejettent personne en tant que juifs, qui ne sont pas antisémites. Mais j'ai pas dit qu'ils l'étaient, j'ai dit que certains. Non, mais certains. J'ai dit que certains. Mais même ces certains-là vous disent qu'ils ne sont pas. Mais qu'ils le prouvent. Qu'ils le prouvent en arrêtant d'avoir un discours qui fait 2 poids et 2 mesures, qu'ils le prouvent en arrêtant les invectives, en arrêtant les ambivalences, qu'ils le prouvent en arrêtant de dire que l'antisémitisme est un problème résiduel alors que les statistiques qui montrent une augmentation exponentielle des agressions antisémites depuis le 7 octobre. Plus 1000%. Donc, comment on peut on aurait pu s'attendre, après le 7 octobre, à un mouvement de solidarité. Moi, je me suis occupée des victimes d'attentats. Quand il y avait un attentat, dans n'importe quel pays du monde, et que des Français étaient ciblés, je me mettais immédiatement en action avec un plan de solidarité pour le pays victime de l'attentat, un plan de solidarité pour aller chercher les Français victimes de ces attentats, les indemniser, les rapatrier en France, s'en occuper. Bon. Que fait Jean-Luc Mélenchon? Non seulement il n'adresse pas sa pleine solidarité aux victimes de l'attentat, mais en plus, il n'adresse pas sa solidarité à toutes les victimes collatérales de cette agression, c'est-à-dire les Juifs de France qui se font agresser. Comment on peut, aujourd'hui, quand on est responsable politique, ne pas voir qu'après cet attentat du 7 octobre, les Juifs ont été pris pour cible partout dans le monde? Ce pogrom? Parce qu'il dit que c'était pas un pogrom. Mais non, mais il pinaille. Il y a eu effectivement un pogrom. C'est le plus grand trauma dans l'histoire juive depuis la Shoah, ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Et dans la même phrase, dire, et je le dis, Benyamin Netanyahou est un dirigeant dangereux. Est-ce qu'on peut le dire? Moi, je le dis. Est-ce que je trouve que Netanyahou a eu une réponse proportionnelle et adaptée? Je ne crois pas. Maintenant, je voudrais dire dans la même phrase, les Juifs ont été victimes d'un antisémitisme monstrueux depuis le 7 octobre. Ils ont toute notre solidarité et il est
impossible aujourd'hui de ne pas le constater, de ne pas constater cette augmentation exponentielle de l'antisémitisme. Et je ne comprends pas que Jean-Luc Mélenchon nie ce fait aussi massif qui est un bouleversement, une menace, et qui est dramatique, parce que quand l'antisémitisme augmente, c'est la haine de l'autre, c'est la haine de soi qui augmente, et c'est un très mauvais signe, très très mauvais signe pour l'avenir de notre démocratie et de notre République. Et il souffle sur ces braises-là. Par ailleurs, le Rassemblement national fait pas mieux. Faire de la politique, c'est faire des choix. Si demain, c'est possible, vous êtes responsable politique, si demain, il faut choisir entre le Rassemblement national... C'est faire des choix, mais c'est pas faire de la politique fiction. Donc, vous savez ce que c'est de moins en moins fictionné, quand même. Vous savez ce que c'est mon choix ? Dites-moi. Mon choix, c'est maintenant. Ouais, donc, qu'est-ce que je fais ? La question, c'est pas celle-là. La question, c'est de savoir, dans 2 ans, si ça doit arriver. D'accord. Je vous dis ma réponse pour le moment. Je fais tout pour qu'on puisse, avec la gauche responsable, la droite responsable, le centre, avec le président de la République, François Bayrou, pour qu'on puisse proposer une alternative plus que crédible, une alternative enthousiasmante aux Français pour éviter d'être pris dans cette alternative atroce. Oui, mais en même temps, si ça arrive, ça arrive. Mélenchon-Le Pen, choisit. C'est comme en philosophie, c'est ce qu'on appelle l'alternative atroce. D'accord. Donc c'est un choix cornélien. Vous voulez pas l'avoir pour le moment. Écoutez, je préfère pas y penser parce que je veux tout faire pour qu'elle n'arrive pas et on a quand même encore du temps. 2 ans, ouais. 2 ans et demi. Mais même s'il restait que 15 jours, il faudra se battre. 15 jours, ça serait quand même moins que 2 ans et demi. Je parle à la ministre de la Ville, je retourne à votre mandat. D'ailleurs, c'est pas un mandat, c'est plus une mission. Oui, un mandat ministériel, un mandat gouvernemental. Une mission, vous avez raison, parce que ça va pas durer 5 ans. Hein. Déjà, si ça dure 1 an, voilà. Avec le contexte actuel, ça sera pas mal. Exactement. Juste, il s'est passé un drame horrible cette semaine. Vous venez de Montrouge, moi aussi, je viens de Montrouge. On se connaissait pas avant, c'est pour ça qu'on se vous voit d'ailleurs, et vous avez bien raison de m'avoir dit ça au début de l'interview. Moi, j'y ai joué, j'ai fait du sport, c'était à Jules Noël. Je m'en rappelle très bien. Oui. Moi aussi. J'y passais souvent, régulièrement. Et j'avoue que j'ai été horrifié. Oui. Vous l'avez dit, vous l'avez reconnu, ministre des quartiers sensibles. Je pensais même pas que c'était un quartier sensible. Oui, il y avait des problèmes, des agressions. Et on connaît bien cette porte de Châtillon au niveau du périph' avec l'Institut du judo. Oui, c'était peut-être moins sûr que d'autres quartiers, mais pas au point de se faire poignarder, tuer, parce qu'on refuse de donner son téléphone. Il se passe quelque chose dans la société quand même, et il faut le dire, qui est terrifiant. Comment vous réagissez, vous, en tant que ministre de la Ville, quand vous voyez ça pour ses parents à ce jeune Elias ? D'abord, c'est bouleversant. Il y a eu en plus, je connais plein de parents qui habitent dans ce quartier, il y a un réflexe de solidarité parce qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît la victime. Donc il y a d'abord une sidération de cet acte, qui est l'acte qu'on peut tous vivre demain. C'est d'abord ça qui se produit. On pense à ses parents, on pense à ses amis, à ses frères et sœurs, et puis surtout la banalité du mal, le mal absolu. Un coup de couteau pour un téléphone portable, c'est vraiment... Alors moi, j'avais assisté il y a quelques années dans le même quartier à un meurtre aussi. Parce que c'est un quartier, dans ce coin-là, effectivement, qui n'est pas extrêmement sécurisé, mais ça ne change rien. Ça dit quoi ? Ça dit une violence de rue, ça dit une difficulté aussi du point de vue de la justice à prévenir, et puis ça dit autre chose. Ça dit aussi un état d'esprit dramatique dans une jeunesse qui n'a plus beaucoup d'autre sens que l'argent. Pour voler un téléphone, c'est pour de l'argent. Alors, est-ce que c'est du trafic de drogue ? Est-ce que c'est juste de la revente ? Il y a quelque chose qu'on a loupé dans l'éducation qui consiste à transmettre du sens aux enfants, à l'école, essayer de leur transmettre autre chose que juste la valeur de l'argent. C'est que l'État qui a raté ça ? C'est pas les parents aussi, un petit peu ? Quand je dis on, c'est la société, c'est tous. C'est l'éducation. Quand je dis l'éducation, c'est pas l'éducation nationale, c'est l'éducation à la maison, c'est les valeurs que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont structurés pour vendre. C'est-à-dire que l'état d'esprit de nos enfants est capturé par des algorithmes qui ont un seul objectif, leur faire dépenser de l'argent, et qui ont un seul objectif, créer des addictions au fait de posséder, au matérialisme. C'est pas comme si les réseaux sociaux drainaient, mettaient en avant le courage, l'entraide, la beauté, l'art, la création. Non. Excusez-moi, parce que quand j'entends la mère du 14e qui dit on a essayé, ça n'a pas marché. En gros, ce qu'elle nous dit quand on l'écoute, vous, en tant que ministre de la Ville, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents de ce jeune garçon ? Même si je ne sais pas s'ils écouteront, je ne fais même pas ça pour qu'ils écoutent, mais à ses parents à lui, aux parents de ce quartier, aux parents en France en général, en tant que ministre de la Ville, qu'est-ce qu'on peut faire
Pour que ça s'arrête, parce que vous parlez de justice, mais excusez-moi, mais quand même, le code pénal des mineurs, il a été réformé il y a pas longtemps. On juge plus rapidement, normalement, les mineurs, mais tout ne peut pas passer que par l'État et par la loi. Vous avez raison. Voilà, il faut être honnête aussi. Vous avez raison. La première chose que je dirais aux parents, si je les voyais, c'est que je leur dirais pas, c'est pas de la faute de l'État ne peut pas tout. Je leur dirais, d'abord, nous avons failli, pour commencer. Nous, c'est-à-dire les collectivités locales, la maire, le ministre, tous. Quand on est responsable politique et qu'il y a ce drame, nous avons failli. Premier point. On peut pas dire on n'y est pour rien. Non, c'est un échec. L'État est là pour protéger, nous n'avons pas protégé, donc nous avons failli. Et donc, alors une fois qu'on dit ça à des parents qui ont perdu leur enfant, ça les avance pas beaucoup, mais quand même, ça, il faut reconnaître les choses. Rien ne serait pire que de se défausser sur bah oui, mais le risque zéro n'existe pas. Ok, mais c'est inaudible quand on a perdu un enfant poignardé dans ces conditions-là. C'est un débat à toute proportion gardée dans les mêmes termes lorsqu'il y a un attentat. Vous voyez, quand on meurt d'une catastrophe naturelle, l'État peut dire on a peut-être, mais enfin, il y a quand même une responsabilité moins immédiate qu'en termes de sécurité. Donc d'abord, nous avons failli. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois qu'il y a quelque chose qui est très d'actualité aujourd'hui, c'est qu'il y a, en particulier depuis le Covid, mais même depuis avant, une forme de désespérance chez les jeunes qui se traduit dans les chiffres par un taux de souffrance psychique très important. La santé mentale. Taux de santé, un problème de santé mentale, un problème de bien-être. Je vais vous donner juste un chiffre. On ne parle pas assez des enfants victimes de violences intrafamiliales, de violences sexuelles. Il y a aujourd'hui plus de 40 000 enfants qui meurent chaque année sous les coups de leurs parents. Bon, on n'en parle pas. Mais une enfance brisée, pas forcément que dans les milieux défavorisés, hein, attention. Une enfance brisée, une enfance maltraitée, c'est des adolescents mal dans leur peau, malheureux, et ça produit derrière effectivement des passages à l'acte qui sont dramatiques. Donc ce que je voudrais, et c'est ce que j'imprime dans la politique de la ville, c'est que je voudrais déjà qu'on mise tout sur l'enfance. C'est ma priorité. La petite enfance et l'enfance. Ouais, la petite enfance, l'enfance et l'adolescence, parce que l'adolescence, c'est aussi le moment où tout se recompose et il faut être là. Donc si la société, tous, les profs, les parents, la famille, les discours, l'éducation, les valeurs qu'on glorifie. Si déjà, on se disait, occupons-nous des tout petits, des femmes enceintes, parce que le devenir d'un enfant in utero, il est aussi lié à l'environnement de la femme enceinte. C'est pas vrai il y a des liens. Donc, occupons-nous des tout petits dans ces moments essentiels qui font qu'un économiste qui s'appelle James Heckman, qui est un libéral, a démontré dans les années 70, et il a eu le prix Nobel pour ça, que 1 euro d'argent public qu'on investit sur un tout petit, de 0 à 10 ans, on va dire, c'est 100 euros d'économiser après lorsqu'il vient à l'âge adulte. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire à ce moment-là, pour l'éducation, le bien-être, pour l'épanouissement de l'enfant, c'est 100 euros que vous économiserez après sur des adultes dysfonctionnels. Donc si déjà on arrivait tous à se dire, l'enfant c'est ce qu'il y a de plus précieux, protégeons-les, aimons-les, protégeons-les, donnons-leur les bonnes valeurs et occupons-nous d'eux. À tous les échelons, hein. Ça signifie qu'on fait plus attention dans la santé, qu'il faut donc du personnel spécialisé, des pédopsychiatres, des pédiatres. Ça coûte énormément d'argent, ça aussi. Mais ça dépend de ce qu'on veut dans la vie. C'est-à-dire que moi, je pense que ne pas s'occuper des enfants, c'est un très mauvais calcul financier. Mais même si on le prend sur le terrain de l'investissement économique, c'est très rentable d'investir sur les enfants. À long terme, je suis complètement d'accord avec vous. Puis c'est même pas un investissement, c'est même vital pour moi. C'est vital. C'est pour ça que j'ai créé mon association qui s'appelle toujours « L'avenir n'attend pas ». C'est parce que c'est maintenant que ça se joue. Il ne faut pas reporter à plus tard sous prétexte que c'est dans 10 ans qu'on en verra les produits, les effets. C'est maintenant. Et donc, ce que j'essaie de faire depuis 15 ans, de dire au pouvoir public, investissez dans l'enfance. Et vous le disiez tout à l'heure, la sécurité, c'est pas un gros mot quand on est de gauche. Bah non, sûrement pas. Et ce qu'on peut dire aussi, alors dans ces cas-là, à ces gens, ces quartiers sensibles que vous représentez aujourd'hui, on va peut-être investir plus aussi dans la sécurité. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces deux jeunes-là, et quand on lit l'histoire, et je suis désolé parce que j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est effroyable. Vraiment effroyable. Quand on lit l'histoire de ce jeune garçon Elias qui est décédé à l'hôpital à 5h du matin après s'être battu, et que ce sont deux jeunes qui ne devaient pas se côtoyer, se fréquenter, qui ont eu ce geste atroce,
est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, il faut qu'on mette plus de moyens pour faire en sorte qu'ils ne se côtoient pas vraiment? Bien sûr que si. Et pourquoi alors ils se sont côtoyés? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux sujets. Et juste, je précise une chose, c'est que la justice, je tiens à le dire, la justice des mineurs, elle a été réformée. Il y a eu du travail qui a été fait, qui n'avait pas été fait depuis Charles de Gaulle. Donc, vraiment, pour le coup, du côté de la justice, on ne peut pas tout jeter parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Pourquoi, du côté de la sécurité, on n'a pas réussi à tenir ces promesses-là? Il y a, je n'ai pas encore vu de rapport d'inspection sur toute la procédure judiciaire dans le cas d'Elias. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu une faille ou pas, je n'en sais rien. J'ai l'impression que non, mais je n'en sais rien. Et donc, tant qu'on n'a pas étudié, peut-être qu'ils ont échappé à la surveillance parce qu'ils ont eux-mêmes se sont eux-mêmes arrangés pour mentir. Je ne sais pas. Donc, il faudrait déjà qu'on arrive à savoir pourquoi ils se sont côtoyés alors qu'ils n'étaient pas censés le faire. Premier point. Ensuite, sur la problématique globale de la sécurité des mineurs, il y a plusieurs sujets. Il y a la question de qu'est-ce qui est efficace quand on condamne un mineur à une peine de réclusion ou quand une peine de privation de liberté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'il récidive? Ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'il faut l'empêcher de nuire. Donc pour l'empêcher de nuire, on le met en prison. Quand on le met en prison, on sait que même si c'est des quartiers adaptés, il ressort pire. C'est-à-dire qu'il y a plus de 70% de taux de récidive, avec en plus, il en a profité pour se faire un réseau parmi les trafiquants de drogue, voire l'islamisme radical, et donc il ressort pire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait les centres éducatifs fermés, qui avaient été lancés il y a quelques années, qui sont des lieux où ils sont en effet privés de liberté, mais encadrés avec des éducateurs qui petit à petit les rééduquent, les instruisent à nouveau, et les font sortir mieux que quand ils en sont rentrés. Et donc, ça a été annoncé d'ailleurs par le ministre de la Justice à juste titre, puisqu'il a dit qu'il allait retravailler sur la question des centres éducatifs fermés. Et je pense qu'il a raison, il faut trouver d'autres solutions quand on condamne des mineurs que des solutions où ils ressortent en étant encore plus dangereux que quand ils en sont rentrés. Parce qu'on a des problèmes de sécurité. Ça en fait partie. Mais totalement. Et donc moi, je remercie vraiment le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le ministre de la Justice d'avoir lancé un grand plan contre les gangs et contre le trafic de drogue. Parce que le narcotrafic, parce que dans les quartiers, mais il n'y a que ça. C'est-à-dire que les habitants se battent avec beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, pour vivre dans des conditions dignes, alors que c'est les mêmes trafiquants de drogue... Plus qu'en 2017, quand vous étiez... Beaucoup plus. Les mêmes trafiquants de drogue qui viennent détruire les ascenseurs qu'on vient de reconstruire assez rapidement. J'étais à Marseille la semaine dernière et donc je l'ai constaté. On remet des ascenseurs à neuf, ça coûte extrêmement cher. Et en 2 jours, ils sont cassés par les trafiquants qui les utilisent comme des lieux de stockage de la drogue ou comme des moyens de contrôler les allées-venues dans les immeubles. Bon. Donc on est dans une situation qui n'est pas du tout la même qu'en 2017. Je crois que le Covid n'a pas aidé parce que je pense qu'au moment du Covid, la police n'était plus là puisqu'elle s'occupait de la sécurité sanitaire. Et donc il y a eu un retrait, il y a eu beaucoup moins de présence d'adultes, des jeunes livrés à eux-mêmes, du trafic. Et puis du coup de l'espace pour une prise de possession des quartiers par les trafiquants. Et donc depuis 4-5 ans, ça s'est développé. Oui, ça s'est développé dans la vie quotidienne. Et la première des sécurités pour les habitants des quartiers politiques de la ville, c'est d'éradiquer le trafic de drogue. Donc c'est heureusement le travail du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Et nous, on intervient sur la politique de la ville en amont, c'est-à-dire pour tout ce qui relève de la sûreté, de la propreté, de la tranquillité, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le quartier, qui peut être la présence d'un adulte, qui ça sert, qui peut aider éventuellement en termes d'encadrement des jeunes. Et tant qu'il y a des adultes, plus il y a d'adultes dans la pièce, moins il y a de trafiquants. Il nous reste 4 minutes pour terminer sur cette politique de la ville. Les logements aussi. Est-ce que c'est aussi une thématique et un point qu'il va falloir développer pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit logé? C'est hyper compliqué de trouver des logements aussi aujourd'hui. Totalement. C'est pour ça que avec ma collègue Valérie Létard, j'ai aussi la direction de la rénovation urbaine, qui est toute une politique de reconstruction dans les quartiers, avec une agence qui s'appelle l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui depuis Jean-Louis Borloo a des projets merveilleux, qui a permis de reconstruire dans des quartiers qui étaient délabré et qui fait surgir de terre des immeubles, des beaux immeubles dans lesquels on a envie de vivre. Maintenant, est-ce que ça suffit? Non. On a évidemment des difficultés en termes d'accueil, en termes de reconstruction. Mais pourquoi on a cette difficulté d'ailleurs? Alors ça, c'est un problème plus large de longement qui relève d'une évolution du marché. C'est devenu un enfer de construire quand vous êtes promoteur apparemment. C'était une enquête cette semaine qui était diffusée dans la presse,
où d'abord les autorisations, on met des années à les obtenir, et deuxièmement, ça coûte très très cher et pour des fois pas beaucoup de résultats. Mais vous voyez, dans les quartiers politiques de la ville, la rénovation urbaine, c'est une politique intelligemment pensée pour que l'État soutienne les bailleurs sociaux, lesquels bailleurs sociaux ont justement réussi à financer, je pense notamment à Action Logement, à financer la plupart des projets de l'ANRU. Et s'il n'y avait pas eu ce système intelligent de coopération entre bailleurs sociaux, donc évidemment promoteurs aussi, et l'État et les collectivités locales, on n'aurait pas pu reconstruire les quartiers sensibles. Donc on a la chance d'avoir ce dispositif-là, et ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, on fasse de plus en plus de politiques de la ville et de rénovation urbaine, parce qu'il y a encore énormément de travail pour que les quartiers deviennent exactement des lieux où on a accès, où on peut vivre aussi bien que n'importe où ailleurs. Il faut combien de temps pour vous pour être une bonne ministre de la ville ? Ah, c'est une bonne question. Il faut du temps. Il faut du temps, on n'en a pas. Donc, je vais essayer d'avoir des résultats rapidement. J'ai démarré sur la gestion urbaine de proximité, c'est-à-dire que je demande aux bailleurs, aux élus locaux et aux préfets de me dire où on en est du point de vue des conditions de vie, c'est-à-dire est-ce que les ascenseurs marchent bien dans les immeubles. Ils sont réactifs ? Est-ce que, ils sont motivés ? Ils sont réactifs avec vous ou pas ? Oui, très. C'est-à-dire que là, je suis ministre depuis 5 semaines, j'ai déjà fait une dizaine de déplacements. J'ai déjà constaté à Marseille qu'il y avait des problèmes, par exemple, avec une crèche qui n'avait pas été rénovée. J'y retourne dans 6 mois pour constater les travaux. J'ai vu qu'il y avait des ascenseurs qui fonctionnaient pas, que les sous-sols étaient sales à Marseille aussi. J'y retourne dans 1 mois pour vérifier que ça a progressé. Et je vais prendre des instructions, une instruction notamment administrative pour mettre un peu plus en tension ce système pour que les conditions de vie s'améliorent, et j'espère avoir des résultats dans les 6 mois qui viennent. Donc 6 mois déjà pour avoir les premiers résultats. Voilà, 6 mois pour avoir les premiers résultats. Alors après, combien de temps il faut ? Je pense qu'il faut beaucoup de temps, et je pense qu'il faut au moins jusqu'en 2027, jusqu'à la fin du mandat du président de la République, et plus si possible, parce qu'en réalité, les projets sont des projets de long terme. Et puis, quand on investit sur l'enfance, comme vous le disiez, il faut pouvoir en voir les fruits, mais il faut être là. Et il faut tenir sur du long terme. Donc, c'est certain que la politique de la ville est une politique où il faut être réactif, mais aussi il faut être patient. Dernière question, justement, la politique de la ville, mais la politique en général. Est-ce que c'est un métier pour toute la vie, la politique ? Ça ne doit pas être un métier, il faut avoir un métier. C'est-à-dire qu'il faut mais vous restez beaucoup dedans quand même. Oui, mais moi j'ai un métier. Oui, ça me passionne. L'intérêt général, les politiques publiques en général me passionnent. Moi j'étais avocate d'affaires et puis j'ai passé l'ENA au 3e concours. C'est-à-dire que j'ai quitté mon cabinet d'avocat d'affaires pour devenir fonctionnaire parce que je suis passionnée d'intérêt général et de service public. Et la politique, ça s'inscrit effectivement dans ça. Mais la politique en soi, c'est pas un métier, mais enfin, il y a quand même plein de choses à connaître et à apprendre. Hein, et tout ça, ça s'improvise pas. D'abord, moi, j'ai beaucoup milité au Parti socialiste depuis 25 ans, dans les associations. Il faut se confronter aux militants, il faut convaincre. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'apprennent. Mais ce que j'en retiens, c'est que quand on est tout jeune et qu'on commence, on n'a pas encore la dimension de ce qu'est l'humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on acquiert avec le temps. C'est-à-dire écouter, comprendre. Et c'est ça qui est beau dans la politique, c'est que c'est d'abord un métier de l'humain. Vous voulez y rester pour le moment, la politique ? Pour le moment, je veux absolument y rester, être utile. Je suis élue de ma ville. Je suis élue dans l'opposition depuis plus de 5 ans. Je peux vous dire que c'est ingrat et j'ai pas l'intention d'en partir. Le mandat que vous aimeriez bien exercer un jour, c'est lequel ? Maire. D'accord. Voilà. De votre ville d'origine, Montrouge ? Peut-être, j'aimerais bien, oui. 2026, il y a des élections. Il y a des élections. Nous verrons bien. Vous avez pas rayé de votre idée d'être candidate à Montrouge ? Évidemment, pourquoi je le rayerais ? Ça fait 5 ans que je suis dans l'opposition, que je travaille. C'est pas pour le rayer. Et vous ne serez pas candidate ? Nous verrons bien. D'accord. Je vous dirai si les conditions sont réunies. Ok, vous nous direz en premier, comme ça me fera un scoop. Peut-être. Merci si beaucoup. vous êtes gentil. Merci beaucoup, Madame la ministre, Merci de votre invitation. De nous avoir accueillis dans votre bureau ici au ministère de la Ville. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup. Et bonne continuation et bon travail. Merci.